Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un exercice style QCM, comme on a déjà eu l'occasion de le faire auparavant. Donc, je te présente ici directement la question, où il faut répondre simplement par vrai ou faux aux différents items. Je te laisse faire pause, le temps de répondre le plus rapidement possible à ces différents items, et ensuite, je te propose de donner une correction, en tout cas des éléments de réponse qui permettent de justifier le fait que les affirmations soient vraies ou fausses. C'est parti. Alors, premier item, il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Donc pour regarder ça, on va regarder évidemment le petit schéma qui est présenté, la figure avec le produit de départ et le produit d'arrivée, et on va regarder les modifications qui ont été faites entre les deux. Donc on voit que sur le substrat, j'ai affaire à un dérivé halogéné avec l'atome de brome. Sur le produit de la réaction, j'ai remplacé le brome par un groupement hydroxyle OH. J'ai donc bien remplacé un groupement par un autre, c'est donc bien ce qu'on appelle en français une substitution. Donc remplacer X par Y, c'est une substitution. Donc déjà, je suis sûr que j'ai affaire à une substitution nucléophile. Pour rappel au niveau du vocabulaire, le groupe qui est remplacé ici, c'est l'atome d'halogène, c'est le groupe partant, c'est ce qu'on appelle le nucléofuge, qui s'éloigne du noyau, donc c'est le groupe partant. Et le groupe entrant, ici OH-, donc l'anion hydroxyle, qui va prendre la place du nucléofuge, c'est ce qu'on appelle le nucléophile. Le nucléophile étant une entité riche en électrons. Maintenant, on nous parle de substitution nucléophile d'ordre 1. On a vu dans une vidéo précédente qu'il en existait deux, ordre 1 et ordre 2. Donc là, on va choisir laquelle va être la plus favorable dans cet exemple particulier. Donc pour savoir ça, il va falloir regarder la nature du dérivé halogéné. Donc j'ai représenté notre structure ici, dérivé halogéné numéro 1, donc je l'ai mis en représentation en 2 grammes, donc en 3 dimensions, et on va regarder s'il est plus favorable à faire de la réaction d'ordre 1 ou de la réaction d'ordre 2. Donc si tu te souviens, on avait vu sur les SN qu'il y en avait deux types. Il y avait par exemple la réaction de SN2, c'est celle que je te présente ici, dans laquelle le nucléophile va attaquer directement le carbone très pauvre en électrons, puisqu'il est lié au brome électroattracteur. Donc je donne 2 électrons au carbone, et ce carbone-là, étant donné qu'il ne peut pas accepter plus de 4 liaisons, il va être obligé de libérer quelqu'un. Il va libérer le groupe partant, c'est-à-dire l'atome qui attire les électrons à lui. Ici, c'est le brome. Donc le brome va partir avec les 2 électrons. Okay, donc ça se fait en une seule étape. Attaque directe du nucléophile sur le carbone avec départ du nucléofuge. Ça, c'est la réaction de SN2 en une seule étape, pour le rappel. Sauf qu'on avait vu que ça va dépendre de la nature du dérivé halogéné, et notamment s'il est primaire, secondaire ou tertiaire. Donc dans notre cas, à nous, le dérivé halogéné, il est tertiaire. On s'intéresse au carbone porteur du groupe partant, et on va regarder les substituants qu'il porte. Et ici, ce carbone-là, il est tertiaire parce qu'il porte 3 substituants différents de H. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes de réactivité? Ces 3 substituants-là, ils vont être relativement volumineux, donc il va y avoir un encombrement stérique au niveau de ce carbone-là, ce qui fait que pour faire une réaction de SN de type 2, le groupement OH- va avoir du mal à venir s'approcher du carbone, du fait que la place elle est déjà prise par tous les substituants de ce même carbone. Okay, donc réaction très difficile en SN2 sur un réactif, en tout cas un dérivé halogéné qui est tertiaire. Donc elle, on l'oublie, ce qui veut dire qu'on va passer par un mécanisme de type 1, donc SN1, qui elle se fait en 2 étapes, pour rappel. On va avoir dans un premier temps le départ du brome, le groupe partant s'en va tout seul avec les électrons, et il laisse le carbone. Donc le carbone, dans ce cas-là, il va perdre un électron, celui qu'il avait mis en commun avec l'atome d'halogène. Il devient donc chargé positivement. C'est ce qu'on appelle le fameux carbocation. Et ça, on avait un dérivé halogéné tertiaire. Je forme un carbocation tertiaire. Et ce carbocation tertiaire, il est stabilisé par des effets inductifs donneurs, dans notre exemple à nous. Donc tous ces groupements alkyles ici qui vont enrichir le carbocation en électrons par effet inductif donneur. Donc c'est un carbocation qui est relativement facile à faire, c'est pour ça qu'on passe par le mécanisme SN1. Et ensuite, à ce moment-là, le nucléophile qui est dans le milieu va avoir toute la place qu'il veut pour aller attaquer ce carbone qui est plan, je te rappelle, donc il a 2 phases d'attaque. Donc très facile pour OH- maintenant de venir se greffer sur le carbocation, la charge moins étant attirée par la charge plus et inversement. Donc mécanisme SN1. Donc dans ce cas-là, la réponse à l'item est bien entendu juste, réaction SN1. Item B, la molécule 1, donc celle-ci, possède 2 carbones stéréogènes.
Donc, carbone stéréogène, je te rappelle, on a déjà vu, c'est un carbone tétraédrique, c'est-à-dire qu'il possède 4 liaisons. Et ces 4 liaisons, pour être stéréogène, le carbone doit posséder 4 liaisons avec des atomes ou des groupes d'atomes qui sont différents. Okay, c'est la définition du carbone stéréogène. Donc je te renvoie à une petite vidéo, une short que j'avais fait sur le sujet, que tu pourras aller regarder pour rappel. Donc on va regarder au niveau de notre composé 1, ici notre substrat, voir combien de carbone stéréogène il possède. Donc c'est quelque chose qui est très facile à faire. Il suffit de regarder la totalité des carbones tétraédriques, donc il possède 4 liaisons, et de voir s'il possède des substituants différents. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je t'ai mis tous les carbones tétraédriques, hein, c'est tous les carbones de notre molécule, de toute façon dans cet exemple-là, et on les regarde un par un. Celui-ci, il n'est pas stéréogène, puisqu'il possède 3 hydrogènes, okay, donc 3 groupements identiques. Son voisin possède 2 hydrogènes, donc il n'est pas stéréogène. Celui-ci, exactement de la même manière, c'est un CH2, donc il n'est pas stéréogène. Par contre, celui-ci, maintenant, on voit qu'il devient, il est carbone stéréogène. Pourquoi? Parce qu'il est fixé à 4 substituants différents. Le premier, bien entendu, c'est l'atome de brome. Tu vas voir ici à gauche un groupement propyle avec 3 carbones. Ici en bas, un groupement méthyle, un seul carbone. Et puis à droite, un groupement éthyle avec 2 carbones. Donc tous ces substituants-là, les 4, sont bien des substituants tout à fait différents. J'ai donc affaire ici à un carbone stéréogène. Et on va lui mettre une petite étoile pour le représenter. Et puis on continue. Ici, le carbone du groupement méthyle, évidemment, 3 hydrogènes identiques, il n'est pas stéréogène. Un CH2 non stéréogène et un CH3 non stéréogène. Donc ça, c'est très rapide à faire. En un coup d'œil, on le voit assez facilement. Donc un seul carbone stéréogène ou asymétrique dans le cas de notre exemple, ici notre dérivé halogéné numéro 1. Donc réponse à l'item B, faux. Item C, la molécule 2 possède 2 stéréoisomères de configuration. Donc ça, c'est en lien avec ce qu'on a vu juste avant au niveau du carbone stéréogène. Donc je te renvoie également, je te mets le lien ici en haut, vers une petite vidéo que j'avais fait à ce sujet-là également. Donc on va reprendre notre dérivé, notre composé 2 ici, donc le dérivé, l'alcool. Et on avait vu, on l'a vu juste avant, on a dit que ce carbone-là, il était stéréogène avec ses 4 substituants différents, les 3 qui sont là, et puis le groupement alcool. Ce composé avec un seul carbone stéréogène ne possède que 2 stéréoisomères de configuration, et c'est ce qui correspond à l'arrangement spatial autour de l'atome de carbone. Et on avait vu dans un cours précédent que ça correspondait à ce qu'on appelle la configuration absolue de ce carbone-là. Et on avait la possibilité d'en avoir 2 différentes, la configuration R et la configuration S. Et ça, c'est un petit rappel, selon le nombre de carbones stéréogènes présents dans ton composé, il faut retenir cette petite formule-là, c'est-à-dire que si j'ai 2 carbones stéréogènes, je pourrais écrire 2 puissance n stéréoisomères différents, c'est-à-dire 4. Si j'ai 3 carbones stéréogènes, je pourrais en dessiner 8, etc. etc. Okay. Donc dans notre cas, nous, on a uniquement 2 stéréoisomères de configuration parce qu'on a un seul carbone stéréogène. Donc, on a dans l'espace 2 possibilités d'organiser des groupements autour de cet atome de carbone qui revient aux 2 configurations R et S qu'on a déjà vu ensemble. Donc, l'item C est un item vrai. La réaction passe par la formation d'un carbocation. Donc là, je te renvoie à l'item A, c'est ce qu'on a vu au tout début de l'exercice. On a vu qu'on passait par une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1 qui se fait en 2 étapes. 2 étapes, ça veut dire passage par un intermédiaire, et cet intermédiaire-là, c'est le fameux carbocation. Donc je te remets la réaction qu'on a identifiée tout à l'heure, le dérivé halogéné de départ avec mon groupe partant, mon nucléofuge. On a dit que lui, dans le cadre d'une ESN1, il partait tout seul, d'accord, il part avec les électrons. C'est la première étape de la SN1, et on forme le carbocation. Donc le brome a pris un électron du carbone, ça devient un bromure, Br-, et le carbone, il a perdu l'électron qu'il avait mis en commun, ici dans cette liaison-là avec le brome, il devient carbocation chargé plus. Dérivé halogéné tertiaire, carbocation tertiaire, et on a vu, ce carbocation-là, on voit qu'il est entouré uniquement de 6 électrons. Pour le savoir, il suffit de compter les liaisons que tu as autour du carbone. Ici, tu as 3 liaisons, et tu sais qu'une liaison, c'est 2 électrons. Donc ce carbocation, il est entouré que de 6 électrons. Il est quand même relativement stabilisé grâce aux effets inductifs d'honneur des 3 groupements alkyles qui l'entourent. Okay. Donc c'est un carbocation relativement stable, ce qui fait qu'on peut le faire relativement facilement. C'est pour ça qu'on peut passer par ce mécanisme SN1, formation d'un carbocation.
Donc l'item D est un item vrai. Et enfin, pour terminer, le dernier item, une substitution nucléophile d'ordre 2 n'est pas stéréospécifique. Donc ça, c'est un vocabulaire qu'on a déjà vu ensemble, et puis je vais te le rappeler de nouveau ici. Donc pour regarder cette définition-là, il faut utiliser un stéréoisomère bien particulier de notre dérivée halogène. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Donc pour rappel, hein, la SN2, on a dit qu'elle se faisait en une seule étape cette fois-ci. On ne passe pas par le carbocation, et on va avoir une attaque du nucléophile qui va se faire de manière particulière par rapport au groupe partant, et cette attaque-là, elle va se faire en anti du groupe partant. C'est la seule façon pour le nucléophile de venir substituer le groupe partant. Okay, donc on va raisonner sur un dérivé de configuration bien précise au niveau du carbone, enfin de notre composé numéro 1, à savoir, on va utiliser soit le carbone de configuration R, soit la configuration S, et on va regarder ce qui se passe, en cas de SN2 bien sûr. Donc je prends notre dérivé 1 et puis j'ai placé en représentation de crâne pour avoir une configuration particulière de mon carbone stéréogène. J'ai mis les substituants n'importe comment, de manière aléatoire, tu raisonnes sur celui que tu veux. Okay, donc on va regarder s'il est R ou s'il est S, ça fait un petit rappel. Donc tu te souviens, autour de ce carbone-là, on va mettre les numéros des différents substituants et on va regarder ensuite dans quel sens on va tourner. Le brome, donc on raisonne avec les numéros atomiques et puis le nombre d'atomes, si ce sont des atomes identiques par rapport au carbone qu'on a ici par exemple. Donc le brome, numéro atomique le plus important, il aura le numéro 1. Ensuite, ça c'est la chaîne propyle, c'est la plus grande, hein. J'ai un propyle, un éthyle, un méthyle. Donc là, l'ordre de priorité, il va se faire du plus grand vers le plus petit. Donc numéro 2, le propyle, ensuite la chaîne éthyle qui vient en numéro 3, et le méthyle, CH3, qui vient en position 4. J'ai mis mes 4 numéro de priorité sur les substituants. Maintenant, je regarde dans quel sens je tourne, en faisant attention où se situe le groupement numéro 4. Ici, il est à l'avant du plan, donc je vais faire un sens de lecture indirect. 3, 2, 1. Okay, donc 3, 2, 1. Et je vois ici que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Et j'ai le carbone de configuration R au niveau de ce carbone stéréogène. Ok. Et sur ce composé-là, je fais une réaction d'ordre 2, hein, c'est ce qui m'est demandé. Donc on a vu, hein, sur un composé, un halogéné tertiaire, c'est de la SN1 qui se passe, c'est pas de la SN2. Mais là, pour l'exemple, on va imaginer que la SN2, elle est possible. Okay, donc SN2, c'est le nucléophile, il approche en anti obligatoirement du groupe partant. Le groupe partant, il est en haut. Ça veut dire que le nucléophile, sa seule façon d'arriver à proximité du carbone, c'est de passer par en dessous. Okay, donc OH- approche par en dessous, c'est bien en anti, à l'opposé du groupe partant. Je crée une liaison oxygène-carbone et en même temps, je romps la liaison carbone-brome. Okay, donc tout en une seule étape, c'est bien la SN2. Et j'obtiens le produit de la réaction. J'ai viré le brome, je l'ai substitué par le groupement hydroxyle. Du dérivé halogéné, je suis arrivé à un alcool donc, qui possède également un carbone stéréogène. J'ai toujours 4 substituants différents autour du carbone. Et maintenant, je vais regarder sa configuration, c'est ce qui nous intéresse. C'est par rapport au caractère stéréospécifique. Donc je regarde sa configuration. Les ordres de priorité n'ont pas changé, hein. Le brome était prioritaire, maintenant c'est l'oxygène. Pour les 3 autres groupements, ils sont toujours les mêmes. Okay, et puis je regarde dans quel sens je tourne. Substituant numéro 4, hein, attention, à l'avant du plan, donc sens de lecture indirect 3, 2, 1. Donc 3, 2, 1, je tourne ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai une configuration S pour ce carbone-là. Donc j'ai eu ce qu'on appelle une inversion de configuration. D'un R, je suis passé à un S. Okay, par contre, grâce à ce mécanisme type SN2, je n'obtiens qu'un seul stéréoisomère sur les deux possibles. Ici, j'obtiens uniquement le S à 100%, alors qu'en théorie, je pourrais avoir 50% du S, 50% du R. Okay, je pars du R, j'obtiens le S. Maintenant, j'ai parfait les schémas, je te laisse faire pause et puis voir de ton côté ce que tu obtiens. Tu verras que si tu pars du dérivé halogéné de configuration grand S, tu as juste à inverser deux substituants, c'est tout ce qu'il y a à faire. En partant du S, selon le même mécanisme réactionnel, tu vas obtenir l'alcool de configuration R. Donc là encore, inversion de configuration et obtention d'un seul stéréoisomère sur les deux possibles. Donc ça, c'est la définition de ce qu'on appelle la stéréospécificité, c'est-à-dire que la stéréochimie du produit de la réaction, ici nos deux alcools, va être dépendante de la stéréochimie du substrat. Tu vois bien que l'alcool va être obtenu sous configuration S lorsque je pars d'un dérivé halogéné R, et si je pars du dérivé halogéné S, j'obtiens l'autre configuration d'alcool.
Donc j'ai bien une stéréochimie des produits qui est dépendante de la stéréochimie du substrat. C'est la définition de la réaction stéréospécifique. Donc voilà pour ce petit exercice type QCM sur la substitution nucléophile d'ordre 1 et d'ordre 2 qui te permet d'avoir quelques rappels sur ce qu'on a déjà vu ensemble. Voilà, je te remercie, à bientôt.